Starship Troopers. Au sergent Arthur George Smith, soldat, citoyen, savant, et à tous les sergents qui de tout temps ont œuvré pour faire de jeunes garçons des hommes. Chapitre 1. Allez, bande de macaques, vous vous croyez immortels ? Un sergent anonyme, 1918. J'ai toujours la tremblote avant de sauter. J'ai eu droit aux injections, bien sûr, à la préparation hypnotique. En toute logique, je n'ai aucune raison d'avoir peur. Le psy du vaisseau a analysé mes ondes cérébrales, m'a posé des questions idiotes pendant mon sommeil, m'a assuré que ça n'a rien à voir avec la peur, que ça n'a aucune importance, un peu comme les frissons d'un cheval de course juste avant le départ. Moi, je n'en sais trop rien. Je ne suis pas vraiment un cheval de course, mais rien à faire, j'ai bêtement la trouille. Chaque fois. À H-30 minutes, on était tous entassés dans la salle de saut du Roger Young. Notre chef de section a procédé à l'inspection. D'habitude, c'était le lieutenant Raczak qui s'en chargeait. Mais il y était passé au dernier saut. Le sergent-chef Djelal le remplaçait. Djeli était un finno-turc d'Iskander, dans le système de Proxima. Un petit homme basané aux allures d'employé, mais je l'avais vu choper 2 soldats foudrage, des types si grands qu'il avait dû tendre les bras pour les empoigner. Il leur avait cogné la tête comme des noix de coco avant de reculer d'un pas. Les 2 gars s'étaient effondrés. En dehors du service, il était plutôt correct pour un sergent-chef. On pouvait même l'appeler Djeli bien en face. Pas les nouveaux, bien sûr, seulement ceux qui avaient au moins un saut à leur actif. Mais bon, là, il était en service. On avait tous vérifié notre équipement de combat. C'est de notre peau qu'il s'agit, pas vrai ? Un sergent nous avait soigneusement passé en revue après le rassemblement, et maintenant, Djeli réexaminait tout, le visage mauvais, l'œil aux aguets. Il ne laissait rien passer. Il s'est arrêté devant le type en face de moi, a effleuré le bouton de son ceinturon, celui qui donnait les relevés médicaux. Dehors. Mais, sergent, c'est juste un rhume. Le médecin dit que... Djeli l'a interrompu. Mais, sergent, a-t-il répété d'un ton agressif. Le médecin ne saute pas, lui. Et toi non plus. Pas avec une température de 38,5. Tu crois que j'ai le temps de bavasser avant un saut ? Dehors. Jenkins nous a laissé l'air à la fois triste et furieux. Et j'étais mal à l'aise, moi aussi. Parce que, avec le lieutenant hors jeu, après le dernier saut, et les postes qui changeaient, je me retrouvais adjoint du chef du 2e groupe pour ce saut. Et sans Jenkins, j'avais un trou à combler, sans aucun moyen à disposition. Pas bon. Pas bon du tout. Ça voulait dire que, si l'un de nos gars se mettait dans le pétrin, il pouvait toujours appeler à l'aide, personne ne viendrait l'aider. Djeli a terminé son inspection. Il s'est avancé vers nous, puis nous a observés en secouant tristement la tête. « Bande de macaques !» a-t-il grondé. « Si tout le monde y laissait sa peau, on reprendrait tout de zéro et on monterait enfin une équipe digne du lieutenant. Mais il y a peu de chances que ça se produise, pas avec le genre de recrue qu'on se tape aujourd'hui. » Il s'est brusquement raidi, avant de gueuler « Je tiens seulement à vous rappeler, bande d'abrutis, ce que chacun d'entre vous coûte au gouvernement. En comptant les armes, les combis, les munitions, le matériel et l'entraînement, en comptabilisant tout, même ce que vous vous goinfrez, vous valez chacun 1,5 million en gros. Si on ajoute les 30 cents que vous valez en vrai, ça fait une jolie somme, non ? » Il nous a dévisagés. « Alors, ramenez-moi tout ça. On se passera de vous, mais pas des chouettes combinaisons que vous portez. Je ne veux pas de héros. Le lieutenant n'apprécierait pas. Vous avez un boulot à faire, alors vous sautez, vous faites ce qu'on vous demande, vous gardez les oreilles grandes ouvertes pour le rappel, vous vous pointez en temps et en heure à la récupération. Et en bon ordre, pigé ? » Il nous a fixés à nouveau. « Vous êtes censé connaître le plan d'attaque. Mais comme certains d'entre vous n'ont pas assez de matière grise pour l'hypnose, je vous en rappelle les grandes lignes. On vous larguera sur 2 lignes de front, espacées sur 2000 mètres. Dès que vous touchez le sol, prenez mes coordonnées. Prenez aussi celles de vos compagnons de chaque côté et mettez-vous à couvert. Vous aurez déjà 10 secondes de retard, alors détruisez-moi tout ce qui vous tombe sous la main jusqu'à ce que les gars des flancs atterrissent à leur tour. » Ça, c'était pour moi. En tant qu'adjoint du chef de groupe,
j'occuperai le flanc gauche, sans personne pour me filer un coup de main. J'ai commencé à trembler. Dès qu'ils sont en position, vous resserrez les rangs. Vous égalisez les intervalles, laissez tomber le reste, suivez les ordres. 12 secondes. Ensuite, vous progressez par sauts successifs, pairs et impairs. Les adjoints des chefs de groupe tiennent le compte et guident l'avancée. Il m'a regardé. Si tout se passe comme prévu, ce dont je doute, les flancs feront la jonction au moment du rappel. Ensuite, tout le monde rentre à la maison. Des questions ? Pas de questions. Il n'y en a jamais. Il a repris. Une dernière chose. Il s'agit d'un raid, pas d'une bataille rangée. C'est une démonstration de force, on est là pour terroriser l'ennemi. Notre mission consiste à lui faire comprendre qu'on aurait pu détruire toute la ville, mais qu'on s'en est abstenu. Ils doivent piger qu'ils ne sont en sécurité nulle part, même si on leur épargne un bombardement massif. Ne faites aucun prisonnier. Ne tuez que si nécessaire, mais toute la zone que nous couvrons doit être anéantie. Je ne veux voir personne revenir avec la moindre bombe inutilisée, compris les feignasses ? Il a jeté un coup d'œil à sa montre. Les Razgzak Roughnecks ont une réputation à tenir. Avant de se faire descendre, le lieutenant m'a demandé de vous rappeler qu'il vous tient à l'œil. À tout jamais, il compte sur vous pour tout casser. Jelly a reporté son attention sur le sergent Migliaccio, chef du premier groupe. 5 minutes pour le padré, a-t-il lâché. Certains ont rompu les rangs. Ils se sont approchés de Migliaccio avant de s'agenouiller devant lui. Il n'était pas nécessairement de sa confession, musulman, chrétien, gnostique, juif. Il était là pour quiconque souhaitait s'entretenir avec lui avant un saut. J'avais entendu dire qu'avant, il existait des unités aux côtés desquelles les aumôniers ne combattaient jamais, mais je ne pigeais pas comment ça pouvait fonctionner. Franchement, comment un aumônier pouvait-il bénir un truc qu'il ne faisait pas lui-même ? En tout cas, dans l'infanterie mobile, tout le monde saute et tout le monde combat. Aumônier, cuistot, jusqu'au secrétaire du vieux. Dès qu'on serait dans le tube, il ne resterait plus un seul roughneck à bord, à part Jenkins bien sûr, mais ce n'était pas sa faute.